Salut Internet. Le mois de mai est terminé, les rétrogrades de toutes les lunes dans tous les signes chiants sont aussi finis, donc ma peine avec. Tout ça ne m'a pas empêché de lire plein de livres ce mois-ci. J'ai commencé le mois avec On ne peut plus rien dire de Thomas Hochmann, qui est un tout petit bouquin des éditions Anamosa qui traite justement du fait que dans les médias, on entend régulièrement le On ne peut plus rien dire, blablabli, blablabla. Et donc Thomas Hochmann va reprendre des cas concrets de ces moments-là et des sujets sur lesquels on ne peut plus rien dire pour essayer de décortiquer, de comprendre pourquoi c'est pas vrai et pourquoi le camp adverse, généralement, donc la droite, voire l'extrême droite, en tout cas les gens conservateurs qui ne veulent pas débattre de choses qui ne les arrangent pas, utilisent cette rhétorique absolument immonde de on ne peut plus rien dire. Il y a énormément de cas où on fait appel au droit, il y a des rappels dans le bouquin, c'est pas toujours hyper évident ni hyper limpide pour les gens qui n'ont pas fait de droit, qui est mon cas en tout cas, mais le sujet est suffisamment traité pour un large public pour que tout le monde puisse y trouver en tout cas des clés de compréhension, des argumentations sur pourquoi c'est faux et sur pourquoi le camp adverse du débat utilise ces clés rhétoriques qui les arrangent évidemment. C'est un exemple type comme sur l'humour où on ne peut plus rire de tout, etc., etc. Je ne sais pas si je le recommande à tout le monde, c'est quand même un livre assez technique avec beaucoup d'usage de termes rhétoriques ou de termes de droit, comme je l'ai déjà dit, qui ne sont pas des plus aisés à comprendre, surtout si c'est des sujets sur lesquels on n'est pas sensibilisé. Donc, avec parcimonie, mais c'est quand même un livre hyper important, je trouve, sur justement le champ médiatique qu'on a en ce moment avec les débats sans fond, la plupart du temps, et les débats où le carton jaune de on ne peut plus rien dire sort justement comme arbitrage que de toute façon ça ne mènera à rien. La liberté d'expression, c'est un sujet complexe et que même si la maison d'édition et donc Thomas Hoche ont voulu en faire un sujet abordable pour le grand public, c'est voilà, à prendre avec des pincettes, mais si vous voulez mettre le nez là-dedans, c'est tout petit, c'est quand même hyper digeste, même si bon, vous allez pas retenir 100% du bouquin, mais c'est pas ce qu'on vous demande là-dedans. Ensuite, pour sortir des sujets un peu essais, un peu compliqués, un peu rudes, un peu pas drôles, j'ai lu mon premier Françoise Sagan, qui est donc Bonjour Tristesse. C'est le classique, je pense, de Françoise Sagan. En tout cas, moi, c'est celui que je connais et que la plupart des gens connaissent quand on parle de Françoise Sagan. Je l'ai acheté il y a plus de 10 ans, donc quand j'avais 17 ans, qui est l'âge de notre héroïne, et je l'ai lu que maintenant. Et c'est chose faite, je l'ai enfin lu, et j'ai plutôt apprécié cette lecture. On suit Cécile, qui est une adolescente de 17 ans, qui part en vacances avec son père dans le sud de la France, père qui est donc veuf depuis quelque temps, et son père vient accompagné de sa nouvelle conquête, qui a moins de 30 ans, en tout cas, lui a une quarantaine d'années, et voilà, les vacances se passent entre trois. La relation de Cécile avec son père est quand même assez forte, on comprend vite qu'ils sont quand même très proches, et qu'ils ont l'habitude d'être deux, et que donc cette nouvelle femme, cette nouvelle personne n'est pas un élément perturbateur, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas coutume d'être là. On les suit donc dans cette grande villa, dans le sud de la France, près de la mer, où, évidemment, la plage est de rigueur, les petits déjeuners, les balades en voiture, etc., etc. Jusqu'au jour où une autre femme, qui est donc une femme plus âgée que le père de Cécile et que Cécile elle-même connaît, intervient et débarque finalement dans la maison, dans leurs vacances, et va foutre un peu le bordel. Ça, c'est le plot général du bouquin. Je vais pas vous en dire plus parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est pas tellement l'histoire ni l'intrigue, qui n'en est finalement pas une, qui est intéressante. Ça va être le rapport que tous les personnages ont les uns avec les autres. Cécile, c'est une jeune fille, une jeune femme qui a donc 17 ans, qui est en train de passer son bac, qui a une relation assez particulière avec son père, particulière où ils sont quand même très proches, ils se parlent beaucoup, et on comprend qu'ils ont un grand attachement l'un à l'autre. Le père, lui, est un homme qui est quand même dans un âge suffisamment jeune pour vouloir refaire sa vie, vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, vouloir plaire aussi à des jeunes femmes ou à des femmes tout court, et qui justement a cette liberté d'esprit de se dire qu'il va emmener sa nouvelle conquête avec lui en vacances, que bon, voilà. Cette autre femme qui du coup les rejoint dans leurs vacances, Elsa, c'est ce qu'on décrirait un peu comme l'ingénue parisienne qui découvre un peu la vie, qui n'a pas de grande expérience, qui est un peu naïve, et mais voilà, qui profite de la vie, qui on décrit comme très jolie, et qui, bon, leur tient compagnie pendant leurs vacances. Et cette autre femme, Anne, qui est donc une femme que tout le monde connaît visiblement, en tout cas autour de Cécile, c'est ce qu'on décrit comme une grande intellectuelle qui vraiment débarque en fait pendant ces vacances-là et qui
va vraiment mettre le pied dans la fourmilière et mettre un peu le feu aux poudres chez tout le monde. C'est une femme qu'on décrit comme très froide, elle a l'air très stoïque. Quand elle arrive vraiment dans cette maison de vacances, voilà, tout le monde la regarde, tout le monde constate qu'elle est là, et c'est là que les premières querelles arrivent. Et les premières querelles, elles ressemblent vraiment à des intrigues de dramaturgie de théâtre. Vraiment, j'ai lu ce livre comme une grande pièce de théâtre qui s'est déroulée devant moi, où chacun a son rôle, et où Anne, du coup, est l'élément perturbateur qui va faire que le drame arrive. Comme je disais, ce texte me fait penser à une pièce de théâtre. Tout est dans le texte. Il n'y a pas grand événement qui se passe. Il y a, voilà, des balades, une petite tournée au casino à Saint-Tropez, des visites un peu culturelles, etc. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de grande intrigue, outre que ce que les gens se disent. Et justement, ce qui se dit, c'est là où le sous-texte arrive et où il va falloir comprendre l'ironie de chacun, les personnalités de chacun, les complexités de chacun. Moi, Cécile, je la déteste. Franchement, j'ai trouvé que c'était un personnage assez détestable. C'est une adolescente vraiment très imbue d'elle-même, concentrée sur elle-même, et qui, justement, entre en rivalité avec Anne, où elle veut rivaliser avec son intelligence, avec son charisme, et avec sa réussite. Ce qu'elle voit comme une réussite de femme, jusqu'à vraiment tromper son père, tromper Elsa, tromper tout le monde autour d'elle. Cécile, elle en vient à faire des cours de yoga dans sa chambre pendant des heures, faisant croire qu'elle révise et qu'elle apprend Pascal et qu'elle apprend Voltaire, etc., pour impressionner Anne. Anne qui n'est absolument pas dupe, hein, qui est vraiment le personnage central de cette histoire, pour moi, et que Cécile, justement, veut rivaliser avec elle et que c'est vraiment elles deux les rivales. Et que ce n'est pas juste simplement la relation que toutes ont avec le père de Cécile, puisque toutes ces femmes gravitent autour de lui. J'ai en tout cas énormément aimé cette lecture. J'en suis ressortie vraiment bouleversée parce que la fin est vraiment compliquée, dans le sens où vraiment il se passe quelque chose de grave et tout est remis en question et chacun revient à Paris à un moment donné, à la fin de l'été. Et voilà, c'est vraiment un été qui se finit et c'est très éprouvant quand on a vu justement toute cette scène de théâtre se profiler devant nous et que, boum, d'un coup c'est fini, tout le monde entre. Et je réitérerai mon expérience avec Françoise Sagan parce que j'ai beaucoup aimé ce style et cette vraie vie décrite, cette réalité vraiment qui ancre ces personnages dans quelque chose de vrai et pas dans voilà, quelque chose de fantasmé, complètement fictif, parce que c'est des personnages qui n'existent pas. J'ai vraiment, vraiment eu l'impression de voir des gens devant moi et qu'on me racontait un été, voilà, plein de problèmes comme ça peut arriver quand on a 17 ans. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai ensuite lu quelque chose qui m'a par contre beaucoup moins plu, et où là je vais pas être gentille, mais écoutez, habituez-vous. Sur le petit bandeau de mon bouquin, il y avait écrit 5 étoiles, et j'ai été totalement époustouflée, ce qui n'a pas du tout été mon cas. J'ai tenté ma chance avec toutes ces fautes de Andrea Mara, que j'ai détesté. Voilà, spoiler alert, j'ai vraiment détesté ce bouquin. J'ai voulu le lire parce que j'avais vu la promo que Point en a fait sur ses réseaux sociaux, et quand j'ai vu la couverture, j'ai été frappée par une chose, qui est la ressemblance avec la couverture de La femme de ménage de Freda McFadden. On parle de La femme de ménage vraiment comme le phénomène littéraire de l'année, et ça y est, on n'en peut plus de le voir partout, et Point a décidé en tout cas de se ranger dans cette lignée de publications de thrillers assez simples, avec des intrigues domestiques, autour de personnages de la vie de tous les jours. Donc moi, au début, quand je vois ça et quand je vois le résumé de cette histoire, je me dis, ok, d'accord, je vais lire une femme de ménage bis et raté. Dans cette histoire, on va suivre donc Marissa, qui est une mère irlandaise qui vit à côté de Dublin et qui a un petit enfant de 4 ans qui s'appelle Milo, qui un soir va jouer chez un de ses copains qui s'appelle Jacob, qui est un copain de l'école. Et arrivée à sa fin de journée, Marissa, elle décide d'aller chercher Milo. Elle prend l'adresse qu'on lui a envoyée par texto pour aller le récupérer. Et quand elle toque, la personne qui ouvre n'est pas du tout la maman de Jacob. Et cette personne lui dit même, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, je n'ai pas d'enfant, personne n'est venu jouer dans cette maison aujourd'hui. Donc au départ, on se dit, bon, elle s'est trompée de maison, c'est pas grave. Elle tente d'appeler le numéro qui lui a envoyé l'adresse par SMS, qui ne répond pas. Donc là, petit stress commence à monter. Et bon, on finit par se rendre compte que Milo a totalement disparu, qu'il n'est jamais venu jouer dans cette maison, et que, bon, on ne sait pas où il est. Je n'ai donc pas fini ce bouquin, mais absolument rien à trouver grâce à mes yeux pour me le faire continuer. J'ai abandonné ma lecture au bout de 200 pages. Déjà parce que les personnages sont absolument insupportable. Marissa, qui est donc une de nos personnages principales, est une mère riche, décrite comme aimante. Son mari est absolument parfait, c'est la petite famille parfaite, entourée de plein de gens, qui connaît tout le monde dans leur petit village, qui est sûrement responsable à l'école de n'importe quel groupe ou n'importe quel club. Donc, mère parfaite, mais mère parfaite dont l'enfant disparaît, donc empathie pour cette maman. Une autre des mamans qui va être impliquée là-dedans, qui s'appelle Jenny, qui est donc
la mère de Jacob, qui est le fameux copain chez qui Milo était censé aller jouer, est d'abord incriminée parce qu'on lui dit que c'est de sa faute, mais finalement cette dame est à Paris, donc elle n'aurait rien pu faire dans tous les cas, va prendre une grande place dans cette enquête et va vouloir trouver grâce aux yeux de Marissa, ou en tout cas vouloir se racheter pour la disparition de son enfant qu'elle estime être de sa faute. Derrière elles deux, on a le trio de personnages insupportables qui sont les commères de l'école, qui disent du mal de tout le monde, qui sont vraiment des vipères, etc. Bon, finalement, tout le monde est un peu comme ça, les personnages sont vraiment, vraiment insipides ou tirés par les cheveux, parce qu'il y a des personnages secondaires qui n'ont aucun sens et qui prennent une grande place dans le récit qui est absolument insupportable. Je ne vais pas du coup me fier sur eux puisque je n'ai pas abouti ma lecture. L'autre chose qui m'a gênée, c'est le style. Le style que j'ai trouvé vraiment très fake, vraiment très artificiel. Il n'y a pas de grande recherche stylistique au début du bouquin, et plus on avance, plus il y a des phrases qui semblent vraiment être jetées là, ou vraiment très alambiquées par rapport au reste. J'y ai mis l'hypothèse que la traduction n'était pas bonne. Je ne sais pas ce que ça donne en VO, mais j'ai même émis l'hypothèse en story Instagram que pour moi, la traduction était faite par une IA tellement je trouvais ça pas bon. Bon voilà, ensuite on est venu me dire que c'était quand même bien de lire dans des livres du français correct. On n'est même pas sur une histoire de français correct selon moi, on est vraiment sur une incohérence de style, de non-recherche, d'efforts de traduction ou d'écriture, je sais pas, parce que je n'ai pas lu le texte original. Et il y a vraiment beaucoup de moments où je comprenais pas ce que je lisais et où j'ai vraiment eu du mal à avancer. Il m'a fallu une semaine pour arriver à 200 pages, tellement c'était insupportable à lire. Et là où la femme de ménage, justement, a un style extrêmement fluide qui fait que ça se lit très vite et très facilement et qu'on tourne les pages très vite. Là, il m'a fallu un grand effort pour tourner les pages et pour rester éveillée à chaque fois que je voulais lire un chapitre. La dernière chose qui me pose problème avec ce bouquin, et c'est pas tellement lui en lui-même, c'est vraiment la mode éditoriale qu'on voit apparaître depuis La femme de ménage. Et où là, moi, ça va me poser souci parce que je sens bien les efforts de point de vouloir avoir sa femme de ménage bis. Et ça va être un gros problème puisque la femme de ménage est un phénomène littéraire et que donc tout le monde va vouloir son phénomène littéraire, mais qu'on va, dans ce cas-là, voir apparaître beaucoup de promotions pour des livres décrits comme des thrillers ou des enquêtes, en tout cas domestiques, avec très peu de recherche dans le plot, dans l'histoire, dans l'intrigue, mais aussi dans le style. Et surtout, on va voir apparaître ce phénomène, comme on l'a vu sur plein d'autres sujets, hein. C'est pas incriminant juste pour ce type de récit-là. Ça va être vraiment quelque chose qui va être propulsé vraiment avec beaucoup, beaucoup de marketing, beaucoup de mise en avant, beaucoup de marketing agressif, beaucoup d'ambassadeurs littéraires qui vont mettre en avant ces bouquins-là en vous disant justement que c'est époustouflant, que c'est une lecture 5 étoiles, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment très mauvais, quoi. C'est vraiment très moyen. Voilà, ça va être un phénomène littéraire, une trend littéraire, une mode littéraire que j'ai malheureusement peur de voir apparaître de plus en plus. Et voilà, c'est tout ça, surtout ces derniers aspects de publication vraiment mauvaise, qui m'effraie et qui m'inquiète pour l'avenir de la publication des livres de poche et des thrillers de poche, parce que tout le monde va vouloir avoir sa femme de ménage et que c'est assez fatigant. C'est déjà très fatigant, juste de voir un nouveau livre de Freda McFadden est publié tous les 2 mois. Si en plus tous les autres éditeurs s'y mettent, on n'est pas sorti de l'auberge. Après donc cette lecture de thriller qui m'a vraiment pompé l'air, j'ai voulu lire quelque chose de plus léger et j'ai donc lu la trilogie Bloom que j'ai découvert chez mon libraire de manga il y a très très peu de temps et dont le 3e tome sortait là début du mois de mai. Donc j'ai sauté dessus. Le sujet littéraire et de pourquoi je l'ai acheté, c'est que c'était décrit comme un Roméo et Juliette à l'école au Japon. Roméo et Juliette, pourquoi ? Parce que on va suivre donc Rintaro, qui est notre héros masculin ici présent, qui est donc dans une école de garçons pas très réputés, où justement les garçons ont cette connotation d'être des mauvais élèves, vraiment pas des gens très fréquentables, qui va donc rencontrer Waguri, qui est une jeune fille, qui est dans le lycée d'en face, qui est une espèce de pensionnat pour jeunes filles, absolument brillante, extrêmement intelligente. Lycée de jeunes filles qui donc méprise le lycée de garçons juste en face. Bon, c'est très mignonnesque, c'est très c'est très cliché dans les représentations. Il y a une cassure sociale entre les deux qui va être donc notre élément shakespearien qui va faire qu'ils vont se rapprocher, etc. De l'intrigue de est-ce qu'ils vont finir par se mettre ensemble, etc. Franchement, ça me prenait pas la tête. Je trouvais ça extrêmement mignon. Le tome 1 m'a vraiment, vraiment convaincue. Et je pensais continuer dans ce sujet-là de la disparité entre 2 écoles qui se détestent, etc. Jusqu'à arriver au tome 2,
où les amis de l'un et de l'autre viennent interférer là-dedans. Donc la meilleure amie de Waguri et les amis de Rintaro, qui sont donc un groupe de garçons qui ont chacun leur personnalité et qui vont en fait interférer dans cette relation, mais pas de manière négative, au contraire. Il y a eu un élément déclencheur dans la fin du tome 1 qui fait que les amis sont impliqués dans toute cette histoire et on va les suivre chacun de leur côté avec leurs amis, justement sur les non-dits, sur pourquoi chacun agit comme il le fait, pourquoi est-ce qu'il y a de l'animosité entre les deux écoles et donc entre les deux groupes. Et c'est vraiment très très mignon. Et ça se concrétise dans le tome 3 où vraiment c'est pour moi un tome d'amitié. Et où on parle de l'amitié, où on parle de les relations que chacun doit avoir avec l'autre, de pourquoi les conflits finalement c'est pas grave, et de comment ça se règle en discutant et en soyant soi-même, puisque c'est en fait tout le problème de ces adolescents, c'est qu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, c'est que du coup on leur rejette plein d'images, plein de stéréotypes, plein de clichés sur eux-mêmes, alors qu'ils pourraient juste s'entendre malgré les différences. Bon, c'est trop mignon, c'est extrêmement niais, c'est adorable. Je lirai le tome 4 quand il sortira. Finalement, même l'intrigue amoureuse, je m'en fiche, j'ai juste envie de continuer mon aventure avec eux dans leurs problématiques de lycéens, de est-ce qu'on va réussir à faire le tournoi de sport, est-ce qu'elles vont réussir à passer outre les a priori qu'elles ont l'une sur l'autre. Enfin, vraiment adorable comme histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis vraiment très contente d'être tombée là-dessus. Ayant passé un mois de mai du coup absolument terrible, j'ai eu envie de continuer dans mes lectures de choses doudou, d'histoires mignonnes, de choses réconfortantes et j'ai décidé de replonger dans les Heartstopper de Alice Oseman et j'ai lu tous les tomes de la BD d'Alice Oseman, donc Heartstopper. Je dis retomber parce que j'avais adoré la série quand elle est sortie. Là, je suis très triste qu'on n'ait pas une suite en série, mais un film, ça c'est un autre sujet. Mais en voulant continuer justement dans quelque chose qui me fait du bien et qui me remonte le moral, Heartstopper, c'était parfait. Vraiment, Heartstopper, c'était parfait. J'adore ces personnages, j'adore cette histoire. Ils ont tous leur complexité, ils ont tous leur côté attendrissant. Et j'ai vraiment mangé littéralement les 5 tomes en 3 jours, je pense. J'ai lu en anglais, chose que je ne fais pas du tout. Je ne lis pas du tout en anglais, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Mais là, c'était un style vraiment très très simple de compréhension et ça se lisait tout seul, quoi. Je vais quand même résumer pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas. Heartstopper, c'est donc l'histoire de Charlie qui est dans un lycée exclusivement pour garçons en Angleterre, qui est un jeune garçon homosexuel dans un lycée, donc plein de garçons et plein de brutes, qui fait la rencontre de Nick, qui est le capitaine de l'équipe de rugby, qui vont d'abord lier une très très grande amitié l'un envers l'autre et jusqu'à développer une relation amoureuse. Sauf que Nick, il est vu, en tout cas perçu comme hétérosexuel, donc c'est une grande partie de l'intrigue, en tout cas des 2 premiers tomes, justement cette révélation à Nick que potentiellement il serait bisexuel, homosexuel, c'est une grande question. La finalité est que Nick est bisexuel et donc cette relation qu'ils ont eux deux, avec les problématiques que ça engendre d'homophobie et de d'harcèlement, de bully, etc. Dans la BD, ce que je trouve bien, c'est qu'on a vraiment un point de vue des autres camarades du lycée qu'on voit moins dans la série. L'histoire de base, c'est ça, mais ça ajoute évidemment beaucoup de personnages secondaires. Donc on a la sœur de Charlie, Tori, donc Victoria, qui moi est un de mes personnages préférés, je l'adore, elle est cynique au possible et je la trouve absolument formidable et extrêmement drôle. C'est la grande sœur qui a l'air de détester tout le monde mais qui finalement a un grand cœur. On suit évidemment Tao et Elle qu'on a dans la série. Tao qui est le meilleur ami de Charlie et Elle qui est leur amie transgenre, donc elle ne fait plus partie du lycée pour garçons, mais dans l'autre lycée avec les autres filles, etc. Il y a quand même des sujets compliqués à traiter dans cette histoire-là. Il y a des problèmes d'anxiété, de dépression, des troubles de comportement alimentaire. Voilà, c'est quand même pas le monde des bisounours, quoi. Mais étonnamment, dans tout ce flot de problèmes que chaque adolescent peut avoir et que tout le monde finalement expérimente à ces âges-là, c'est quelque chose qui m'a énormément remonté le moral et où vraiment, comme avec Bloom, j'ai eu l'impression de lire une histoire avec des copains et de voir une bande de copains devant moi qui vivent des choses, qui vivent des drames, qui vivent des joies aussi, qui font des expérimentations de première fois. Enfin vraiment, c'est top, top, top. J'ai trop, trop, trop aimé. Dans la continuité donc de Heartstopper, j'ai évidemment lu Nick and Charlie, qui est une novella dans l'univers de Heartstopper, où on suit toujours ces personnages-là d'Alice Oseman, donc Nick et Charlie. C'est surtout concentré sur un moment épisodique qui s'entremêle, je crois, avec le tome 5, où ils participent à une soirée dans une grande maison, et
où Nick et Charlie s'embrouillent. Vraiment, ils s'embrouillent très 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 fort pour des non-dits. Et c'est tout le sujet en fait de cette nouvelle-là, c'est que Charlie, lui, il a 1 an de moins que Nick, donc, et Nick prépare son entrée à l'université. C'est un sujet qu'on aborde dans le tome 5, il me semble, de Heartstopper. Et le fait que du coup, il va quitter la ville où ils sont pour aller beaucoup plus loin, qu'ils seront séparés alors qu'ils vivent ensemble tout le temps, qu'ils sont tous les jours chez l'un et chez l'autre, qu'ils soient tous les jours, etc. Donc, l'anxiété de Charlie, justement à propos de ça, à propos de cette absence de Nick, du fait qu'il parte, qu'il change de vie, etc., alors que lui reste là pendant encore un temps. Évidemment, c'est quelque chose que Charlie ne dit pas à Nick pour plein de raisons, et donc pendant cette soirée éclate une grande dispute entre deux qui va les mener à, je dirais, une pause. Voilà, c'est une pause dans leur relation, et on va les suivre l'un séparés de l'autre du coup. En soi, c'est même pas tellement le sujet de l'intrigue qui est intéressant, c'est comment eux vont gérer ça, et comment ça va évoluer du coup dans leur relation, et bon. Voilà, c'est absolument adorable. Ça m'a fendu le cœur de les voir, de les lire se disputer. Ils se réconcilient, tout va bien. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, ça c'était ma grande parenthèse Heartstopper qui m'a vraiment fait beaucoup de bien au moral. Et à l'intérieur de moi, je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi qui était triste. Je continue encore dans mes lectures qui m'ont fait du bien, qui m'ont apaisé finalement intérieurement. Est sorti ce mois-ci le journal de Samuel d'Émilie Tronche, et évidemment j'ai sauté dessus quand c'est sorti. Je pense que tout le monde a vu, ou en tout cas a entendu parler de Samuel et de la petite série qu'Arte y a consacrée l'année dernière, qui a fait vraiment un grand succès pour Émilie Tronche, qui était inconnue du grand public, et qui là avec Samuel a vraiment mis un grand pied dans l'animation et dans la création de mini-séries, voilà. Les personnages sont absolument adorables. Samuel, on a envie de lui faire des câlins. Samuel, c'est un peu nous tous. Il y a quelque chose de très touchant dans ce garçon et dans ce que Émilie Tronche a réussi à créer avec cette école, ses copains, tout l'environnement autour. Vraiment, c'est très très fort. Et donc là, le retrouver en BD, vous allez me dire, ça n'a peut-être pas d'intérêt puisque tout le monde a vu la série, ou que moi-même j'ai vu la série, pourquoi je voudrais la voir. Déjà, par matérialisme 100%, parce que j'avais envie d'avoir un petit élément de Samuel dans ma maison avec moi, que je puisse feuilleter comme ça, le regarder, prendre un petit shot d'adrénaline et de mignonnerie dans les dessins. Et surtout parce que c'est quelque chose qui a vraiment marqué, j'ai l'impression, les gens de ma génération, parce qu'Émilie Tronche, elle doit avoir pas plus de 26 ou 27 ans, quoi. Donc elle a grandi en même temps que moi, au début des années 2000 et 2010, et on sent vraiment dans les sujets abordés, de comment c'est abordé, tout cette insouciance de l'enfance, les problèmes entre enfants, les problèmes d'enfants tout court, donc à échelle d'un enfant, mais qui sont dramatiques pour eux à cet instant-là. J'ai revécu la trahison de Bérénice quand elle balance Samuel auprès de la maîtresse en disant que la grande Julie, elle est moche, alors que la grande Julie, c'est vraiment le crush de Samuel, et que du coup, là, Bérénice, elle a mis le pied dans quelque chose qui va anéantir Samuel. Voilà, Samuel, il a 10 ans, c'est un petit garçon de 10 ans qui a des problèmes d'enfant de 10 ans, mais on s'y retrouve tous, il y a toujours quelque chose d'attendrissant et quelque chose de très mignon, et c'est pour ça que je voulais avoir une partie de ça dans ma maison. En plus d'avoir un format vraiment, j'ai l'impression d'avoir un journal, bon il est très gros, il est très lourd, j'ai vraiment l'impression d'avoir le journal de Samuel avec les dessins d'Émilie Tronche, qui sont absolument adorables, fan. Donc c'est aussi par fangirlisme que j'ai acheté cette BD et que j'ai lu cette BD, qui m'a évidemment une nouvelle fois fait du bien. Pour finir, dans les lectures qui m'ont fait du bien, parce que visiblement j'en avais vraiment beaucoup besoin ce mois-ci, on m'a conseillé justement à propos de ma lecture de Heartstopper, un webtoon qu'on m'a décrit comme étant un peu dans la même vibe, avec une romance LGBTQ+, dans un univers avec des monstres, de la magie, des vampires, etc. C'est donc Les Normaux de Janine Jansen, que j'ai moyennement apprécié finalement. J'ai effectivement compris ce que la personne voulait me dire par c'est un peu comme Heartstopper mais avec des monstres et des vampires. C'est vrai, il y a une romance LGBTQ+, à l'intérieur, il y a beaucoup de représentations de cette communauté-là. Mais c'était un peu tiré par les cheveux. On a Sébastien, qui est donc notre héros, qui vient du monde des humains et qui a décidé de suivre la voie magique de sa famille en
allant dans le monde magique finalement. C'est un peu comme dans Harry Potter où vous savez, tous les membres d'une même famille ne sont pas tous touchés par la magie, mais certains le sont, etc. Sébastien, lui, il est empreint de cette magie, donc il a quitté sa vie d'infirmier à 27 ans pour aller dans le monde magique, qui est un pari alternatif finalement, pour suivre des études de magie. Et le soir, en arrivant, il rencontre Elia, qui est donc le petit monsieur ici, qui est un vampire, designer, qui tient une agence ou une marque en tout cas de vêtements, et ils s'embrassent dans cette soirée-là alors qu'ils se connaissent pas. Sébastien rentre chez lui et boum, le lendemain matin, qui est en fait son voisin, Elia. S'ensuit donc beaucoup de péripéties entre deux, très mignon, c'est très voilà, c'est très chou. Là où ça me gêne, c'est que du coup ils ont tous plus de 25 ans, presque 30 pour certains, mais que j'ai eu l'impression de vraiment lire un roman pour ados avec des ados. Sauf que ils ont presque 30 ans. Donc c'est un peu étrange et je n'ai pas compris l'intérêt de l'aspect des monstres. En fait, je comprends pas pourquoi Elia, il a besoin d'être vampire, pourquoi une de ses copines a besoin d'être une fée, pourquoi une autre de ses copines à lui a besoin d'être un cyclope, alors que les copains de Sébastien, ils sont humains, empreints de magie. J'ai pas compris. Alors qu'il y a des histoires parallèles, donc dans les amis d'Elia, qui sont que des filles, dont une en particulier auquel je pense, qui date énormément de garçons. Elle date énormément d'hommes, elle est beaucoup sur les applis de rencontres, elle aime plaire, elle aime faire en tout cas des rencontres, mais des rencontres qui durent qu'un seul date. Elle le dit d'emblée aux garçons que s'ils datent avec elle, ils auront droit qu'à une seule chance et après ce sera fini, plus personne ne se voit après. Sauf qu'évidemment elle tombe sur un jeune homme qui la perturbe et l'intéresse plus que juste pour un seul date, sauf que le contrat est le contrat et donc il ne se voit qu'une seule fois. Et voilà, s'ensuit des discussions derrière avec eux. Donc il y a plein de petits sujets abordés quand même les uns avec les autres, qui sont intéressants, mais qui sont, je trouve, pollués par l'aspect magique pas exploité et l'aspect monstre pas exploité. En fait, je comprends pas pourquoi ça pourrait pas juste être des humains. Je ne lirai probablement pas le tome 2, mais je lis de temps en temps les storyboards que l'autrice publie sur Tapas, qui est aussi la plateforme où Alice Oseman publie les planches d'histoire de Heartstopper. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait du bien, j'ai lu ça très vite, mais voilà, je réitérerai pas. Et je vais vite vous parler de mon dernier livre avant de mourir de chaud, puisqu'il fait 50 degrés dans mon appartement. J'ai fini par passer outre mes problèmes X, Y, Z, et en tout cas mon besoin de littérature réconfortante pour lire Pour les générations futures de Simone Veil. C'est un 180 dans ce que je viens de vous présenter là, mais c'est un texte qui me tenait à cœur de lire. J'aime énormément Simone Veil, c'est une femme que je trouve absolument admirable. J'ai découvert évidemment cette femme au lycée, dans mes cours d'histoire, et j'ai ensuite lu Une vie, qui est sa biographie, qui m'a vraiment... J'ai l'impression de me faire percuter par cette histoire. Et j'avais voulu lire ce texte justement à propos de la mémoire et de son enseignement en fait pour les générations futures. Ce texte est la retranscription d'une conférence, une intervention qu'elle a donnée à l'ENS au début des années 2000, il me semble que c'est 2004 ou 2005, justement sur les sujets de la mémoire, de la Seconde Guerre mondiale et de comment, puisque les derniers déportés commencent à disparaître et que la mémoire en fait ne sera plus incarnée par des personnes vivantes, comment est-ce qu'on continue d'enseigner tout ça à nos enfants? Simone Veil a donc répondu aux questions de ces étudiants-là. Elle a eu toute une partie où elle parlait justement de son avis sur l'enseignement, le devoir de mémoire, comment on enseigne ça, comment on n'oublie pas et comment on essaye de garder cette mémoire en vie. C'était hyper dense en notes historiques. Le texte finalement là-dedans est très court, c'est je pense un petit peu plus de la moitié. Le reste c'est énormément de notes historiques. Bon, qui ont le mérite d'être là parce qu'il y a beaucoup de choses à rappeler, il y a énormément de choses dont j'avais pas conscience et des références, soit à des extraits de livres, soit à des personnages que je ne connaissais pas. Donc ça a bien le mérite d'être là. Mais je suis un peu sur ma faim, puisque il n'y a pas de grande solution autre que de ne jamais cesser d'en parler. Là où c'est intéressant, c'est que Simone Veil a été extrêmement précurseur et visionnaire sur beaucoup de sujets, notamment sur l'importance de l'Europe. Elle était députée européenne, donc évidemment qu'elle voit l'Europe comme un élément central dans le devoir de mémoire et sur le soutien historique que chacun doit apporter dans
cette histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation des Juifs et de l'extermination, etc. Donc sur ça, elle a été très visionnaire et elle a vraiment cette intelligence de maintenir que l'Europe est importante, que l'Europe ne doit pas disparaître et que le vieux continent doit rester soudé, surtout sur ces sujets-là. Là où elle était un peu moins visionnaire, effectivement, c'est sur l'amitié russe que l'Europe est censée lier avec la Russie de l'époque. Bon, elle pouvait pas savoir que Vladimir Poutine allait déclencher une guerre, mais c'est quelque chose voilà, c'est un sujet qui aurait pu être plus creusé, justement, sur pourquoi être allié avec la Russie plutôt qu'avec les États-Unis, parce qu'elle parle très peu des États-Unis là-dedans, mais voilà, elle était très précurseur sur beaucoup de choses. Je n'ai pas tiré de grands enseignements sur comment maintenir ce devoir de mémoire. Elle parle des autres génocides qui ont éclaté, du coup, après la Seconde Guerre mondiale en Europe, notamment avec, il me semble que c'est la Biélorussie, et il y a eu d'autres camps qu'elle évoque très très peu, sur le pourquoi ça ne doit pas se reproduire, mais sur, malheureusement, le pourquoi ça va se reproduire. Donc écoutez, je suis un peu mitigée, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une conférence à laquelle j'aurais aimé assister, mais bon, en 2005, j'avais 8 ans, et je n'étais pas du tout à l'ENS, donc ça ne serait pas arrivé. Si ça vous intéresse, si l'histoire vous intéresse et que le devoir de mémoire vous intéresse, oui. Je ne sais pas si c'est un grand enseignement pour les générations futures. Peut-être que c'est parce que moi, j'ai fait partie des générations qui ont eu des déportés qui sont venus témoigner dans mon lycée à l'époque où ces personnes étaient encore vivantes, et parce que j'ai eu une grande partie de mon cursus, en tout cas historique au lycée, où on parlait du devoir de mémoire. Je pense que c'était même mon sujet de bac. Donc c'est des sujets auxquels j'étais déjà très sensibilisée. C'est des sujets que j'ai abordés quand j'étais à la fac, parce que j'ai eu un semestre entier sur comment on écrit la mémoire, avec Georges Semprin, avec Jean-Paul Sartre, avec Le Mur, etc. Bon, si vous êtes sensibilisé à ça, vous n'allez pas prendre grand-chose. C'est un joli texte à lire quand même d'une grande femme. Peut-être pour les générations plus jeunes qui seront sensibilisées déjà à la figure de Simone Veil et à ces sujets-là. Je ne suis pas pro d'histoire, je ne suis pas historienne, voilà, je peux pas me prononcer. C'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est bouleversant dans ma vie de lectrice et de d'abattrice d'histoire. Voilà toutes mes lectures du mois de mai. C'était pas mal. Je ne sais pas si mon bilan lecture du mois de juin sera aussi dense, mais écoutez, on verra bien. Je voulais conclure avec le livre avec lequel je vais commencer le mois de juin. Ce sera donc Les Indignes de Augustina Basterica. Pourquoi celui-là et pas un autre? Ça fait un petit temps qu'il est dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté quand il est sorti. Et en fait, je commence à le voir beaucoup popper dans les réseaux littéraires anglo-saxons. Donc, je me dis, si c'est comme moi qui n'ai pas connu l'exemple de Jacqueline Hartmann, que j'ai lu en avril quand il est sorti, que j'ai adoré, je pense que ça va être pas mal. Et donc, j'ai envie de le mettre en avant en même temps qui va avoir une résonance potentiellement internationale avec la mise en avant par les autres réseaux littéraires anglo-saxons. Je sais à peine de quoi ça parle, je sais qu'on parle de sororité, qu'on parle de confrérie un peu religieuse, moi, déjà, quand je vois ça et quand je lis très brièvement le résumé, je m'imagine vraiment la confrérie religieuse dans Dune. Donc, écoutez, j'ai pas envie de trop en savoir. Je vais plonger là-dedans, c'est relativement court, donc je pense que ça va bien se lire. Et si j'apprécie cette lecture, je sais qu'Augustina Basterica a écrit Korzeczki, qui m'intrigue beaucoup, qui m'intrigue beaucoup, qui peut me tenter, et donc potentiellement j'enchaînerai avec un autre de cette autrice-là. Je pense commencer par ça, et puis on verra dans mon bilan du mois de juin si j'ai tenu parole. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou ce que vous avez lu ce mois-ci qui vous a marqué. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.